De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le 2 mars 2018 et merci d'être là, bienvenue. C'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end dédié aux nouvelles techno, à la fois sur rmc.fr en version audio, rmc.fr et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Tout à l'heure, on va plonger dans un dossier assez complexe. Il s'agit du Bitcoin. On en parle rarement dans De quoi je me mêle, mais là, on va essayer de tout vous expliquer. Qu'est-ce que le Bitcoin et qu'est-ce que c'est aussi la blockchain qui sont intimement liés. On verra justement s'ils le sont ou pas. Et ce sera avec quelqu'un que vous connaissez et qui sera avec nous d'ailleurs dans le club de la presse IT dans une minute. C'est Rafi Aladjian. Qui a enquêté pour nous. Puis je vous rappelle aussi, bien sûr, que vous pouvez à tout moment réagir via la page Facebook de quoi je me mêle, ou bien nous laisser un petit message, un petit tweet avec le hashtag DQJMM. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT. Éric Le Bourlou, bonjour. Bonjour. Le rédacteur en chef, vous le savez, de 01net.com. Et je l'ai annoncé il y a un instant, c'est Rafi Aladjian qui nous fait l'amitié d'être là en ce vendredi. Bonjour Rafi. Bonjour. Entrepreneur, vous le savez, passionné de nouvelles technologies et qui de temps en temps vient avec nous, vient dans cette émission pour commenter l'actu high-tech. Une actu high-tech, Éric, qu'on peut lire bien sûr sur 01net.com. Ouais. Et on va commencer par, à quelques mois du lancement des nouveaux iPhones, enfin que je dis quelques mois, c'est dans 6 mois maintenant, hein, voire peut-être un petit peu plus. À 6 mois des annonces d'Apple, on en sait peut-être un petit peu plus sur les prétentions d'Apple et les nouveautés qu'on aura en septembre. Oui, on en sait plus. Alors c'est toujours pareil, ce ne sont que des rumeurs, mais ces rumeurs, c'est un peu plus que des rumeurs puisque c'est la taupe. C'est une vraie. Je ne sais pas comment il fait pour avoir cette information, mais elle se révèle toujours exacte. C'est un journaliste qui s'appelle Mark Gurman qui travaille pour Bloomberg, le fameux quotidien et la fameuse agence de presse, qui d'ailleurs avant travaillait pour un site high-tech et qui a été récupéré par, j'en profite pour le dire, qui a été récupéré par Bloomberg pour ses scoops en permanence qu'il a sur Apple. Et il en sort à peu près un toutes les semaines. Et voilà, et là récemment, Mark Gurman, qui a donc, je ne sais comment il a ces informations, mais il les a fourni en gros la roadmap d'Apple pour cette année. Donc, et on sait plus ou moins ce que Apple va nous fournir comme iPhone au mois de septembre, parce que c'est en général au mois de septembre qu'ils présentent leurs nouveaux produits. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a quelques petites évolutions par rapport à ce qu'on a. Puis visiblement, il y aurait pas mal de nouveautés quand même. Hein. Ça serait un gros lancement encore comme l'année dernière. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que ce qu'il dit dans son papier, c'est que même si Apple a eu des résultats financiers assez gigantesques, encore une fois, ils sont quand même un tout petit peu déçus par les ventes de l'iPhone 10, mine de rien. Ils auraient bien voulu en vendre quelques millions en plus, voilà. Donc ils vont essayer de corriger le tir cette année avec 3 nouveaux iPhones. En fait, 3 nouveaux iPhones qui vont arriver. Et le plus intéressant, à mon sens, c'est celui qui le présente comme étant l'iPhone Business. Alors, c'est un iPhone qui va être plus grand. Ça va être le plus grand des iPhones jamais conçus, en fait, puisque ce serait un écran de 6,5 pouces. Donc, 6,5 pouces, c'est énorme. Ce serait un des plus gros smartphones du marché, en fait, tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, l'iPad mini, c'est 7 pouces. Voilà. Hein, donc imaginez un iPad mini avec un demi-pouce en moins. Alors, il sera plus étroit, donc on aura peut-être moins cette sensation d'avoir un grand appareil. Mais c'est immense malgré tout. Hein. C'est immense et c'est effectivement un iPhone qui aurait, d'après ce qu'il raconte, à peu près le form factor d'un iPhone 8 Plus aujourd'hui. Mais il aurait effectivement un écran borderless, donc comme celui des iPhone 10. Hein. En fait, ce sera un iPhone 10 plus grand. En gros, oui. On peut dire ça comme ça, effectivement, avec un écran OLED, donc la totale, toutes les technologies qu'Apple a déjà implémentées l'année dernière dans l'iPhone 10. Et puis quelques nouveautés logicielles aussi, puisque apparemment, vu qu'ils vont l'orienter comme un iPhone business, il aurait évidemment iOS 12, la nouvelle version de l'OS, et il aurait aussi quelques fonctions qui sont héritées de l'iPad, notamment le multitasking et donc la division d'écran. Donc on pourra afficher 2 applications en même temps, ce qui n'est pas possible aujourd'hui sur un iPhone, mais ce qui est possible sur iPad. Et donc il bénéficierait de ces fonctions-là. Il y aurait une autre fonction que je trouve très intéressante et qui m'intéresse beaucoup de la part d'Apple, c'est qu'il serait double SIM, ce qui serait une nouveauté assez intéressante, toujours dans la logique, je pense, de faire un iPhone Pro, un iPhone Business pour les gens pour les professionnels qui ont à la fois une
une ligne pro et une ligne personnelle. Ça serait quand même un événement, hein, qu'Apple se mette au double SIM. Oui, c'est vrai qu'on est franchement. Ouais, c'est en tout cas ce qu'il dit. On peut, je pense, lui faire confiance parce qu'en général, il ne se trompe pas. Donc, effectivement, ça c'est peut-être la plus grosse nouveauté, on va dire, de cette année. L'autre nouvel iPhone serait une évolution de l'iPhone 10. Il n'y a pas beaucoup d'informations, à part qu'il aurait évidemment une nouvelle puce, etc., la puce A12 qu'on attend évidemment avec la nouvelle génération. Mais surtout, alors la nouvelle version de l'iPhone 10, on n'a pas beaucoup de détails, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'iPhone moins cher, et c'est là qu'Apple s'est peut-être un peu planté cette année. C'est-à-dire qu'ils ont fait des iPhone 8 qui ressemblent beaucoup aux iPhone 7 de la génération précédente. Donc les gens se sont dit... Qui ne sont pas très appétissants, en fait. Voilà. Donc là, ils vont préparer effectivement une nouvelle génération d'iPhone moins cher, qui n'aurait pas d'écran OLED, un écran LCD, donc ça coûte moins cher, ça coûte moins cher à produire. Mais qui serait borderless malgré tout. Mais qui serait borderless malgré tout, et avec les mêmes fonctions que l'on connaît aujourd'hui sur l'iPhone 10. Donc, et là, ce serait un iPhone qui serait plus abordable, et on va dire qu'il y aurait quand même un facteur très différenciant pour les gens qui veulent avoir un nouveau form factor. C'est vrai que c'était un petit peu le problème de cette génération-là. Ça veut dire qu'Apple oublie petit à petit l'ancien design, qui restera peut-être, parce que le 8 restera. Oui, ils vont rester en gamme, voilà, mais resteront en prix, mais resteront sans doute dans le catalogue. Mais tous les nouveaux iPhones oublieront en fait le design l'ancien design de l'iPhone 6. C'est ça, donc tous les nouveaux iPhones auraient en tout cas cet écran borderless avec des technologies différentes et sans doute effectivement cette encoche en haut qui permet de s'authentifier par une reconnaissance faciale, donc Face ID. Voilà pour les rumeurs. Alors Rafi, est-ce que tu as envie de réagir sur tout ça ? Moi, il y a un seul truc que j'ai trouvé étonnant dans cette annonce. Enfin, ça reste aussi des rumeurs sur ce iPhone 10 bas de gamme. C'est qu'une des façons de le rendre moins cher serait aussi d'enlever la fonction 3D Touch. Qui existe pourtant sur tous les iPhones depuis l'iPhone 6. Oui, tout à fait. Je n'ai pas précisé, mais tu as raison. Et rappelons que c'est cette technologie dans l'écran qui gère en fait la pression du doigt Voilà, ce qui équivaut à un clic droit souvent sur un ordinateur et auquel on prend assez goût et qui introduit des fonctionnalités additionnelles et plein d'applications Alors moi perso je m'en sers pas Alors ça c'est marrant parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. Je sais que Pierre Fontaine par exemple l'utilise beaucoup. Rafi apparemment aussi. Et il y a des gens qui ne l'utilisent pas du tout. Et je pense que Apple doit avoir beaucoup d'analytics là-dessus. Et effectivement, je trouve ça surprenant qu'en tout cas, c'était une nouveauté, on va dire, ergonomique qu'ils ont annoncé déjà, je ne sais plus, 2-3 ans déjà, et qu'ils enlèveraient. Donc, ce qui est en un sens un petit aveu d'échec. De downgrading du truc, mais qui met du coup là un challenge de design chez les développeurs, parce qu'il y a certaines applications où il y a des choses qui ne sont possibles qu'en force touch dessus, et du coup il faut imaginer de pouvoir fonctionner sans force touch, ce qui en termes de design, surtout sur des écrans très petits, c'est un peu augmenter la complexité. Donc on arrive avec des applications qui, selon qu'on est sur un iPhone Pro ou un iPhone bas de gamme, avec des versions de l'app qui devront tenir compte en plus de l'environnement de l'utilisateur. Il faut réussir à fragmenter. Voilà, exactement. On a sorti le mot en même temps. Cette fragmentation qui est un peu le propre d'Android arriverait aussi sur iOS. Donc, voilà. Bon, après, ce sont Elle a déjà rumeurs, commencé un petit peu parce que c'est vrai que mais après. Juste un truc, moi, les amis, vous me dites iPhone low cost, mais c'est du low cost Apple oui, quand même. Bien sûr, c'est du low cost Apple. Ne commencez pas à faire la danse du ventre là devant de quoi je me mêle, parce que ça va pas être donné quand même. Non, ce sera pas donné, mais c'est vrai que ça a été accueilli un peu fraîchement quand même, les prix de l'iPhone 10 et de la grosse nouveauté d'Apple l'année dernière. C'était quand même un échec, ça. Ils ont vendu moitié moins de ce qu'ils espéraient, donc c'est quand même un four. Ils sont et effectivement, il y a aussi, je pense, une partie, même si c'est un bel appareil, le prix compte quand même mine de rien, même si on s'appelle Apple. Et effectivement, ils auront besoin quand même d'un. Voilà. Après, quand on dit Apple, je pense que maintenant, quand on voit Samsung, quand on voit tous les téléphones haut de gamme, je pense que ce sera à peu près les mêmes prix pour ce téléphone-là que les téléphones haut de gamme des concurrents Samsung ou Huawei, etc., etc. Tu as manipulé l'iPhone 10, Rafi, ou pas ? Non, moi j'ai résolument acheté un iPhone 8. D'accord. Ah ouais.
Ouais. Pourquoi ? Et c'était pas par manque de pouvoir d'achat. Non, parce que tu as investi, tu nous le diras tout à l'heure, tu es riche maintenant grâce au Bitcoin. On en parlera tout à l'heure, mais... Non, mais je crois qu'il y avait un autre truc qui était un peu exaspérant dans l'iPhone 10, qui était un peu de pousser le bouchon un peu trop loin et de... qui est, je pense, un ressentiment qui se fait sentir de plus en plus, y compris chez les Apple fans historiques, qui est de pousser le bouchon un peu loin, de faire l'iPhone très cher, etc. Et cette tentative de dire on a une grande élasticité, on est Apple, on peut tout se permettre. Donc c'est presque Mais philosophiquement en fait, que tu n'as pas voulu prendre le 10. C'est pas technologiquement qui t'a rebuté. Non, il y avait deux choses. Tu trouvais que en fait, le prix était trop élevé, que ça valait pas le coup d'investir autant dans un téléphone. Enfin, non, c'était pas tellement le prix, mais le fait que, bon, je trouvais qu'ils abusaient. Et d'autre part, pour aujourd'hui, un téléphone est un outil indispensable avec lequel on vit tous les jours. Ce n'est pas un jeu. Et j'avais pas envie de changer mes habitudes, d'avoir une Face ID, etc. Je voulais un truc avec un bête bouton. Et il y a un moment où le jeu consiste pas à faire la course à la technologie, mais simplement, comme c'est quelque chose sur lequel on fait plein de trucs, voilà, le fonctionnement d'un iPhone avec son bouton est quelque chose qui est familier. Je sors mon iPhone 200 fois par jour et j'ai pas envie de perdre même 15 jours pour reformer des nouvelles habitudes. Puis il y a aussi un truc, moi je trouve, c'est qu'entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10, finalement, à part cet écran, et le Face ID certes, mais c'est le même processeur à l'intérieur. En photo, c'est quasiment la même chose. Oui, c'est un petit peu meilleur sur le 10. Il n'y a pas d'énormes shifts, d'énormes progrès technologiques, on va dire, qui pousseraient à acheter un 10. Il y a plus d'écart entre le 8 et le 8 Plus finalement, entre le 8 et le 10. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Pourtant, avec tes belles lunettes, le Face ID marcherait super bien, hein, Rafi. Ça, je peux te le garantir. Il n'y a pas de souci. Il faudra qu'on essaie tout à l'heure. Voilà pour ces rumeurs concernant l'iPhone. On reste dans la téléphonie mobile. On revient tous, enfin, quelques-uns d'entre nous. Moi, je suis resté là. C'est vrai, tu as tenu. Mais oui, mais toi, tu tiens la boutique. Oui, c'est un peu ça, ouais. Je suis sûr que tu aimerais bien aller à Barcelone, regarder les téléphones, déguster quelques tapas. Mais bon, tu es obligé d'être rue d'Oradour-sur-Glane. Voilà, c'est comme ça. Oui, nous, alors quelques-uns d'entre nous revenons du Mobile World Congress. Avec malgré tout un petit goût amer, on se rend compte que finalement cette édition 2018 était en demi-teinte, on va dire, pour ne pas être plus méchant que ça. Disons que ça a été, d'un point de vue annonce de terminaux, oui, effectivement, c'était pas sans doute le Mobile World Congress de la décennie. Il y a eu Samsung. Voilà, il y a eu Samsung qui est un peu écrasé de son annonce du S9. Nous, on l'a vu aussi pour nos lecteurs et tout ça. On a bien vu que ça a écrasé les annonces. Bien sûr, bien sûr. Il y a la puissance Samsung. Oui, voilà. Et effectivement, en plus, ils étaient un petit peu les seuls parmi, on va dire, les grands fabricants de smartphones, ces grands concurrents aujourd'hui, à proposer un téléphone haut de gamme qui un peu marquant, qui change un petit peu la donne et encore. On peut discuter. Mais voilà, donc c'est vrai que ça a été le Mobile World Congress de Samsung. Et après, pour le reste, il y a des choses intéressantes. On a d'ailleurs Raphaël Grabli qui a fait un article très sympa que je vous conseille de lire, qui lui explique que c'est mine de rien un Mobile World Congress intéressant parce que des technologies qu'on retrouvait réservées à des smartphones haut de gamme jusqu'à l'année dernière, en fait, typiquement ces écrans bord à bord qui laissent le contenu s'exprimer comme ça sur l'intégralité de la façade de votre téléphone, ces écrans-là, on les trouve maintenant dans des téléphones à 200 € par exemple. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est technologie qui était haut de gamme l'année dernière se démocratise cette année. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'on peut dire, qui est intéressant. Notamment le 18/9e, le 18, format exactement. qui était réservé aux ça c'est quelque chose qui est vraiment, qu'on a vu cette année vraiment monter en puissance. Mais ça c'est bien, je trouve. C'est très cool parce que ça permet de démocratiser des technologies qui étaient réservées avant à des smartphones très haut de gamme qui coûtaient plutôt très cher. Donc, mais à part ça, effectivement, il n'y a pas eu de révolution d'usage. En plus, on a effectivement eu un Samsung avec un S9 qui est finalement très très proche de son modèle précédent, qui a un claim qu'on va vérifier quand on l'aura en test, qui est de dire on révolutionne la photo avec ce smartphone, parce qu'il y a un module photo à ouverture variable. C'est la première fois que ça arrive dans un smartphone, et avec une focale qui ouvre beaucoup. Donc on verra bien. C'est vrai que Samsung est très fort en photo, mais est-ce que c'est suffisant pour dire je vais changer mon téléphone, ou est-ce que vraiment ça va faire un gap en matière de qualité photo sur smartphone? Pour l'instant, on attend de voir.
D'autant que les autres fonctionnalités sont peu ou prou les similaires au Galaxy S8. Hein. Oui, Enfin, oui. au niveau design, au niveau qualité d'écran. Oui, c'est vrai. c'est- C'est assez similaire. En plus, il y a aussi un côté un peu MeToo, j'ai trouvé, moi, avec ce lancement de ces Animoji, ces emojis 3D qui sont en fait complètement inspirés de ceux d'Apple. Bon, déjà, on n'était pas forcément convaincus. Non, mais en tout plus, le temps. c'est un gadget qu'on va servir, dont on va servir peut-être 2-3 fois. Oui, Enfin, et je puis veux en dire, plus, surtout, je trouve, et en fait, on a fait un article assez rigolo à ce sujet, c'est sûr, en plus, ils sont ratés. C'est ça le problème, c'est que c'est moche, c'est que votre avatar, vous n'avez pas envie d'avoir ça comme avatar. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous pouvez les voir. C'est vrai que ça fait pas rêver, les hein. capteurs qui ne sont Moi, je pas préfère Rafi en vrai. Hein. les capteurs qui ne sont pas des capteurs de profondeur, donc captent assez mal votre visage, et donc du coup vous avez votre avatar qui parfois vous fait des claquettes. C'est un petit peu étrange. Donc et en fait on se demande bien, on se dit bien que Samsung veut dire voilà, nous aussi on a cette fonction, mais plutôt que de rusher et de faire des fonctions qui marchent à moitié, il serait mieux de faire un truc potable, correct, et de fournir quelque chose qui est intéressant. Et puis ça pue quand même la copie iPhone, quoi. Enfin, bah oui, complètement. Au-delà de ça, là, c'est pour le coup, Samsung on fait qui la même. suit. Voilà, mais sans avoir la technologie pour le coup qui est intéressante quand même dans l'iPhone de captation 3D de l'environnement. Donc bon, voilà, on a le résultat qu'on a là, ce qui est pas génial non plus. Et alors moi, ce qui m'a choqué, mais tu as sans doute suivi comme moi la retransmission de la keynote. Hein, moi, j'y étais. Hein, j'étais quasiment au premier rang. Et c'était long, ces démos d'Animoji, là, mais c'était sans aucun intérêt. Alors, il y avait tous les VP qui s'amusaient avec leur téléphone pour faire ces AR emoji, hein, dont ils appellent ça comme ça. Ça n'avait aucun sens, aucun intérêt. Et c'était même un peu ridicule. Ouais, et un peu de malaise. Et sans mettre en avant en fait la vraie nouveauté, qui est l'ouverture considérable qu'on a sur les téléphones, sur les capteurs photos. Et alors ça a été balayé en quelques secondes. Et pourtant c'était la seule innovation en fait finalement du Galaxy S9 cette année. Je me souviens, la conférence Apple où ils ont présenté aussi les Animoji sur l'iPhone 10 était très très longue. Oui, c'était long. C'était long. Mais ils avaient le mérite d'être les premiers à le faire. Séance de malaise avec l'emoji caca, tout ça. C'était du même genre en fait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous a un jour envoyé un emoji caca? Un animoji caca? Alors moi je dis oui, mais j'ai honte. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et j'en suis pas fier. Est-ce que c'est encore ton ami? Ça m'est arrivé une fois et j'étais un peu fatigué. C'était un truc un peu bizarre. Je venais d'avoir l'iPhone 10 aussi, c'est pour ça. Oui, tu voulais tester les Non, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai que ces fonctions-là, alors peut-être, après je me dis, peut-être que ça fonctionne auprès d'une autre cible, je ne sais pas si... Non, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux... une cible qui n'achète pas des téléphones à ce prix-là, ou alors ça fait une Exactement, micro-cible, c'est du gosse de riche, mais on est en train de parler de 17 personnes. Ça fait pas beaucoup quand même. Autre nouveauté de ce Mobile World Congress, ça a été quand même la 5G. Enfin, nouveauté. Pas nouveauté, parce que ça fait des années qu'on nous bassine avec ce truc-là. Mais mine de rien, moi, j'ai assisté à une expérimentation 5G. J'étais sur une cabine de téléphérique en survolant Barcelone et on a assisté à une première, on va dire, transmission 5G d'une caméra 360 en direct. Et en fait, la caméra était dans le téléphérique et sur le stand d'Orange, hein, puisque c'était l'opérateur Orange qui faisait cette démo, donc à quelques kilomètres de là, on pouvait en temps réel voir en direct ce qui se passait sur le téléphérique à 360 avec une qualité d'image exceptionnelle et sans lag. Cette 5G, Rafi, c'est aussi révolutionnaire que les opérateurs veulent nous le vendre, à ton avis? Il y a toujours un peu d'overhyping. Je pense que dans la vraie vie, une fois que c'est déployé avec plein d'utilisateurs dessus, on n'aura certainement pas les performances, mais c'est dans la logique des choses. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens aujourd'hui qui évitent de se connecter en Wi-Fi et qui restent connectés en 4G en permanence sur leur téléphone. Et on ne le fait que quand on a besoin de contenu particulièrement lourd. Donc si le passage en 5G repose aussi la question de est-ce qu'il faut avoir du Wi-Fi chez soi ou est-ce que ça veut dire que ça signe la mort du Wi-Fi, tiens, la 5G?
Peut-être pas, non, parce que malgré tout, les opérateurs voudront toujours un peu soulager leur réseau avec des réseaux Wi-Fi à la maison. Oui, il n'y a qu'à voir SFR qui pousse à faire des appels en Wi-Fi plutôt qu'en 4G, ce qui devient absurde. Mais ils le font tous, hein. Ils le font tous maintenant. Tu as une carte SIM Orange, on te propose aussi de passer des coups de fil en Wi-Fi. Et d'ailleurs, ça marche pas super bien. Ça marche pas super Ça bien. marche pas super bien. J'ai l'impression qu'ils sont pas encore au point vraiment. Donc, oui, à un moment donné, ça va être. Mais on parle de. Alors, on sait que tu as fait une partie de ta carrière dans les objets connectés, dans la connectivité des objets. On évoque, et souvent, moi, Orange, le discours qu'ils ont, c'est que ça va révolutionner en fait la couverture des objets connectés. Et que ce sera un réseau qui sera slicé, en quelque sorte, et qu'il y aura une couche pour les objets connectés, une couche pour le très haut débit, une couche pour la voiture connectée et autonome. Ça te paraît nouveau, intéressant pour les objets connectés notamment? Pour les objets connectés, il y avait déjà des solutions qui existaient, c'est-à-dire des trucs très très bas débit et qui portent très très loin, mais sauf que c'est des technologies un peu trop chères pour les objets connectés. Le problème des objets connectés, c'est que la couche réseau doit coûter très très peu cher. Or, tout ce qui est composants de téléphonie mobile aujourd'hui, à l'intérieur d'un micro-capteur comme ça, c'est des choses qui ne sont pas abordables. Économiquement, c'est pas viable. Et on ne va pas y mettre des cartes SIM, même des cartes SIM dématérialisées. Oui, donc la 5G ne va pas résoudre le problème. La 5G ne résout pas le problème. Il résout le problème des gros trucs connectés, comme typiquement les voitures, etc. Là, pour le coup, c'est même indispensable. Il n'y aura pas de voiture connectée s'il n'y a pas de 5G. Bon, on verra bien. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de sécurité et effectivement de latence. Et ça, c'est quand même notamment pour la sécurité des réseaux et effectivement le temps d'accès aux informations, notamment pour la voiture autonome par exemple. Effectivement, c'est indispensable d'avoir des réseaux de ce type. Ouais, voilà, c'est ça la particularité de la 5G entre autres. C'est ce fameux temps de latence qui se mesure en quelques millisecondes. Exactement, alors que sur la 4G, on est à quelques dizaines de millisecondes et on se dit, bon, finalement, c'est rien. Mais par exemple, pour transmettre des données sur une voiture autonome qui doit être hyper réactive, quelques dizaines de millisecondes, si elle doit freiner, c'est quelques mètres supplémentaires. C'est déjà si votre intelligence artificielle n'est pas dans la voiture, elle est dans le cloud, il faut que la chose qui est vue par les capteurs de la voiture puisse être analysée dans le cloud et revenir dans la voiture dans des temps extraordinairement courts. Ouais, moi, ça me fait un peu flipper tout ça. Je me dis, il suffit qu'une panne de réseau ou que ça marche pas bien, qu'est-ce qui se passe? On a du mal à imaginer que ça puisse atteindre ce niveau de fiabilité. Oui, c'est ça. Parce que autant, ton téléphone, tu n'arrives pas à recevoir ou envoyer un tweet, c'est pas très grave. Mais quand tu es dans une voiture, ou pire, dans un drone, comme certains ont été présentés au CES, qui volent tout seuls, et tu te dis, putain, là, t'intéresses que la 5G fonctionne, parce qu'autrement, les dégâts collatéraux... Il faut qu'il voit le cycliste, et il interroge le serveur pour dire, est-ce que c'est un cycliste? Est-ce que c'est un cycliste? Et le réseau dit... C'est déjà intégré dans le pare-brise, en fait. C'est un peu embêtant. C'était un cycliste. Mais, un cycliste. Bon, en tout cas, oui, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que c'est le dernier Mobile World Congress avant qu'on ait présenté des terminaux en 5G, parce qu'ils vont arriver dès l'année prochaine. Et tu vois, l'année prochaine, il faut que tu viennes en revanche. Écoute, on va tout faire. Et je fais un boutique, c'est une bonne idée. Tu mets quelqu'un ici, puis tu viens. Parce qu'effectivement, l'année prochaine, on pourra toucher les premiers mobiles 5G. Exactement. Qui aujourd'hui ressemblent à des petites mallettes. Oui, alors certains ont quand même des formes, on va dire des références design qui ressemblent un peu plus proches d'un smartphone, notamment Qualcomm par exemple. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le smartphone slick qu'on a dans les mains aujourd'hui. Mais ils vont arriver très très vite. Et oui, dès l'année prochaine, en fait, on verra des smartphones 5G. On verra bien. Donc pas acheter les prochains iPhones, attendre le suivant. Ça peut être, effectivement, un bon conseil. C'est clair. Ça, c'est sûr. Oui. Là, voilà, on vous avez tout cassé. Vous vouliez acheter un smartphone, un nouvel iPhone en septembre? Non. Attendez 2019, ça sera mieux peut-être. Voire même 2020, c'est pas sûr en plus que Apple intègre la 5G en 2019. On termine avec Amazon. Amazon qui a fait une méga acquisition. D'ailleurs, je crois que c'est la plus grosse acquisition d'Amazon, l'une des plus grosses. Je crois que c'est ça. Oui, je pense. Moins que Whole Foods. Quand même. Oui, alors juste en dessous. Whole Foods, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et c'est Ring. Alors, Ring, vous ne connaissez peut-être pas. Mais c'est un portier vidéo qui cartonne aux US. Ouais, ça marche beaucoup, ça marche très bien. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sonnette connectée. Vous pouvez, c'est une sonnette associée à une caméra. Et donc, quand quelqu'un sonne à votre porte, vous pouvez interagir avec cette personne depuis votre smartphone, y compris si vous êtes
à votre travail ou à 500 km à partir du moment où vous êtes connecté à Internet. Donc ça vous permet de savoir qui sonne à votre porte et de réagir en conséquence. Bon, Alors il ne faut pas que ça, ils font aussi des caméras de vidéosurveillance, Oui. ils ont d'autres produits, mais ça c'est un peu leur produit phare, on va dire, leur produit qui est iconique. disponible en France d'ailleurs, mais qui rencontre moins de succès parce que c'est vrai que les maisons américaines ne sont pas du tout les mêmes Non, que c'est celles pas la même chose que qu'on chez a en nous. France. Ouais. Puis ils ont plus un mode de vie, ils ont un mode de vie différent avec Bien sûr. d'énormes quartiers résidentiels comme ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté au marché américain. Mais malgré tout, Mais- c'est quand même un achat intéressant. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi Amazon a dépensé 1 milliard pour acheter Ring? Je pense qu'en fait, ils y voient beaucoup de bonnes opportunités avec déjà Amazon. Amazon s'intéresse beaucoup à la maison domestique, avec non seulement Echo, mais plein d'autres initiatives qu'ils ont. Donc, de toute façon, c'est déjà quelque chose qui peut rejoindre leur écosystème. Mhm. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'Amazon Amazon se lance aussi dans la livraison. On sait qu'aux États-Unis, en tout cas, ils vont se lancer dans la livraison, et que Amazon, Ça fait un moment qu'ils font ça. Hein. oui, non, mais eux-mêmes, je veux dire, en tant que concurrent de D'accord. FedEx, par exemple, ils vont vraiment éventuellement pour d'autres vendeurs. Moi, j'ai testé Amazon Prime, Prime Now, à Ouais. Paris. Je ne sais pas si vous avez testé ce Oui, truc-là. oui. C'est hallucinant quand même. Hein. Vous commandez, vous faites vos courses sur l'appli d'Amazon. C'est une appli spéciale. Alors, il faut être abonné premium. Mais à partir du moment où vous avez appuyé sur le panier, là, vous recevez des notifications. C'est incroyable. On sait en temps réel. Votre préparation, presque. votre commande est en train d'être préparée. Le livreur est en train d'arriver. Et là, vous le suivez sur Google Maps, le livreur. C'est un truc de dingue. Et en moins de 2 heures, vous êtes livré à la Ouais. maison. Alors c'est un petit côté bizarre, j'avoue quand même. Bah, Voilà, Oui, c'est bizarre, mais c'est. Ça peut être utile, on va dire. Et c'est vrai que c'est impressionnant, oui. En tout cas, là, c'est vrai que ils font déjà des livraisons, mais ce qui serait vraiment super, c'est que effectivement le livreur Amazon puisse entrer chez vous. Donc et vous livrez votre paquet carrément plutôt que de le laisser devant votre porte, qu'il puisse entrer dans le Surtout si c'est hall, de la viande. par exemple. Vaut mieux Et qu'elle atterrisse le dans le frigo. déposer et repartir ensuite, puisque évidemment avec cette sonnette vous pouvez éventuellement associer à une serrure qui va ouvrir votre porte. Ça aussi Amazon travaille là-dessus pour laisser passer les gens, si vous estimez qu'ils sont des gens de confiance, pour les laisser entrer, éventuellement qu'ils laissent un paquet et qu'ils s'en aillent. Donc tout ça fait partie de quelque chose de plus grand, effectivement. Donc on comprend bien en fait pourquoi Amazon a racheté cette entreprise avec une belle somme quand même. Rafi ? Oui, il y avait plusieurs choses qui étaient étonnantes dans ce rachat. D'abord, il y a le prix. Parce que en fait, faire une sonnette caméra Wi-Fi, c'est pas rocket science. Enfin, Non, c'est pas rocket science. ils ont fait des tas d'objets. Enfin, c'est pas comme si Amazon ne savait pas fabriquer des objets. Ils ont déjà fait des caméras, etc. Donc, pourquoi ils ont jugé intéressant d'acheter Ring plutôt que de faire un concurrent. Enfin, De partir from scratch avec un produit. et c'est pas les 1 million de Ring installés aux États-Unis, ça paraît dérisoire en fait à l'échelle des marchés d'Amazon. Donc le prix est un peu étonnant. Pour le reste, je pense que ça va par ailleurs. Bon, Jeff Bezos c'est loin d'être un imbécile, donc j'imagine. Oui, que non, s'il a je fait pense ça, qu'il y a des choses, des dimensions qu'on ne je sais pas voit moi, des données clients importantes. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que c'est étonnant. L'autre chose, c'est que d'une part, ça permettait aussi de concurrencer Google dans cette partie, puisque Google a Nest avec les caméras, et donc entre la caméra que Amazon fabrique elle-même, etc. Donc ils n'ont pas encore de thermostat. Mais on sent la deuxième étape après les haut-parleurs connectés, qui est celui de contrôler tout le reste de la maison autour, et de ne pas le faire à travers uniquement des partenariats, mais avec des pièces importantes du puzzle qu'ils contrôlent en direct. En revanche, ce truc Ring, on disait que ça cartonne aux US parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons individuelles aux US et en général, les portes d'entrée, enfin les portes du garage sont très proches de la maison en fait. C'est pour ça que ça passe en Wi-Fi. Mais chez nous, alors bon, déjà on n'est pas en maison individuelle la plupart du temps. Ou alors, si on a cette chance, mais la typologie de la maison n'est pas forcément comme ça. Et puis surtout, Ring, ça ne marche pas dans les appartes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer
50 rings au rez-de-chaussée d'un immeuble. C'est effectivement un peu compliqué. C'est bizarre, hein, c'est pas très urbain ce système. Non, c'est très américain, mais même cette complètement préoccupation d'Amazon qui est de livrer vos colis directement chez vous, c'est une préoccupation très américaine de maisons individuelles où si vous laissez les choses sur le perron, elles vont être volées, alors que dans un appartement dans une ville parisienne, vous allez laisser chez la concierge. Enfin, c'est vrai. il y a un autre. Donc c'est des choses très très américaines qui sont un peu étrangères. Ouais. Bon, on verra bien ce que ça va donner tout ça. Est-ce qu'en plus Ring va pouvoir discuter avec Alexa? Alors ça, imaginez, ça va être je pense que ça c'est dans le pipe. Hein. Ça va arriver. Tiens, on posera la question à Luc Julia, que tu connais, Eric, que je pense que tu connais aussi, Rafi, qui viendra dans De quoi je me mêle en avril. Et Luc nous racontera sa nouvelle épopée professionnelle, puisqu'il vient d'intégrer justement le département des objets connectés chez Amazon. Alors on lui posera peut-être la question. Oui. Ce sera un privilège que de pouvoir le questionner là-dessus. Merci beaucoup, Eric. Merci. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de zeronet.com. Rafi, tu ne bouges pas. Dans un instant, on va parler en fait de Bitcoin et de blockchain. C'est vrai que c'est un sujet qui a fait un peu les choux gras des médias, mais on va essayer de simplement et tranquillement d'expliquer ce que c'est et s'il faut investir dans les bitcoins, si vous avez un petit peu d'argent de côté, quoi qu'il faut en avoir quand même pas mal. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.